Il fait très chaud aujourd'hui et puis il y a des situations ou des messages qui vous fait monter encore plus en température. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je veux vous parler d'une situation très précise que beaucoup de parents séparés peuvent vivre. Vous envoyez un message clair, calme ou factuel sur un sujet important concernant les enfants. Cela peut concerner leur santé, un rendez-vous médical, un compte-rendu, un nom de professionnel ou toute autre information les concernant ou tout simplement l'application d'une décision de justice. À ce moment-là, vous posez une question écrite. Et au lieu d'obtenir une réponse écrite, l'autre parent vous appelle. Une fois, deux fois, trois fois, parfois 5 ou 6 fois dans la même journée. C'est exactement ce qu'il vient de se passer aujourd'hui. Et si vous ne répondez pas, parce que vous travaillez, parce que vous êtes occupé, parce que l'appel n'était pas convenu, parce que vous êtes avec d'autres personnes ou que vous vous occupiez tout simplement de votre enfant, parce que vous n'êtes tout simplement pas disponible, alors que l'autre parent peut ensuite utiliser cela contre vous. Il peut dire j'ai appelé, tu n'as pas répondu. Ou pire encore, les enfants t'ont appelé, tu n'as pas répondu. Et là, le piège se referme. Parce qu'au départ, vous avez posé une question simple et légitime. Et à la fin, on vous fait passer pour le parent qui ne répond pas à ses enfants. On n'est plus du tout sur le même sujet. On n'est plus sur la question médicale, on n'est plus sur l'information scolaire, nous ne sommes plus sur la question initiale. Le sujet devient pourquoi tu n'as pas répondu à l'appel. C'est ce mécanisme que je veux expliquer aujourd'hui. Et surtout, je veux vous montrer comment répondre sans tomber dans le piège. Je précise tout de suite une chose importante. Je ne suis pas avocate. Ce que je partage ici ne remplace pas un conseil juridique. Je partage une méthode, des réflexes, des formulations issues de mon expérience pour aider les parents à se protéger dans leurs échanges. Je rappelle également que l'objectif n'est pas de provoquer, de piéger ou de chercher le conflit. L'objectif est de rester factuel, clair, calme, précis et de protéger les enfants du conflit d'adultes. Donc on va essayer de comprendre ce mécanisme, le déplacement de sujet. Le fonctionnement est souvent le même. Vous écrivez par exemple « Merci de me transmettre le compte-rendu du rendez-vous dentaire » ou « Merci de me transmettre les coordonnées de l'orthodontiste ». Donc une question simple qui nécessite juste une réponse simple. Là, votre message est écrit. Il est clair, il concerne les enfants, il porte sur un sujet précis. Et là, au lieu d'une réponse écrite, vous allez recevoir des appels, puis parfois des vocaux, des photos, des messages des enfants ou des messages qui laissent entendre que vous ne répondez pas à vos enfants. Et c'est là que le sujet se déplace. Au départ, le sujet initial, c'était pourquoi l'information médicale n'est pas transmise. À la fin, le sujet devient pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone ou pourquoi tu n'as pas répondu à tes enfants. Et si vous répondez dans l'émotion, vous allez passer votre temps à vous justifier. Je ne pouvais pas, j'étais occupée, je travaillais, j'avais du monde, je n'avais pas vu, ce n'était pas prévu. Et pendant que vous vous justifiez, la question de départ disparaît. C'est exactement ce qu'il faut éviter. Il faut rappeler une évidence. Quand vous envoyez un SMS, cela ne veut pas dire que vous êtes disponible immédiatement pour un appel. Un SMS est un écrit. Un appel est un échange immédiat. Ce n'est pas la même chose. On peut envoyer un SMS parce qu'on travaille, parce qu'on est dans les transports, parce qu'on a du monde, ou parce qu'on veut justement laisser une trace écrite, parce que le sujet est sensible, parce qu'on ne veut pas que les propos soient ensuite niés, ou parce que les enfants sont présents, parce qu'il y a un cadre judiciaire et parce qu'il faut une réponse claire. Donc non, envoyer un message ne veut pas dire « je suis disponible tout de suite » pour parler au téléphone. La phrase utile à envoyer est très simple. Par exemple, vous pouvez lui adresser ce genre de message. Le fait que je t'adresse un message écrit ne signifie pas que je suis disponible immédiatement pour un échange téléphonique. Cette phrase remet le cadre. Il n'aime pas le cadre. Elle empêche l'autre parent de dire « tu m'as écrit, donc tu pouvais répondre ». Non, j'ai écrit,
Je n'ai pas demandé d'appel, je n'ai pas convenu d'un appel, je n'étais pas disponible pour un appel téléphonique immédiat. C'est très important de poser cette distinction. Dans certaines situations, l'autre parent ne répond jamais clairement par écrit. Pourquoi ? Parce qu'un écrit engage. Un écrit se relie, se date, se produit. Un écrit permet de voir qui a demandé quoi, qui a répondu. Et il permet aussi de voir qui n'a pas répondu. L'appel, lui, permet de rester flou. Il peut détourner le sujet, on peut parler vite, on peut provoquer, on peut réagir, on peut surréagir et nier ensuite. On peut dire « ce n'est pas ce que j'ai dit ». C'est pour ça que sur les sujets sensibles, il faut parfois demander une réponse écrite. Non pas parce que vous refusez de communiquer, mais parce que l'écrit protège. Il protège les deux parents. Il protège le dossier. Et surtout, il évite que les enfants soient témoins d'échanges tendus. Une phrase très utile que vous pouvez envoyer, je te demande de répondre par écrit aux points posés concernant les enfants afin d'éviter toute confusion. Ou encore, ces sujets concernent la santé, la scolarité et l'organisation des enfants. Ils doivent être traités par écrit. C'est simple, factuel et c'est difficile à retourner contre vous. Dans ces situations, on peut être accusé de tout. Quand je dis on est d'accord qu'on parle de l'autre parent. Vous demandez donc une réponse écrite, on dit que vous harcelez. Vous demandez un compte-rendu médical, on dit que vous cherchez le conflit. Vous demandez une visio prévue par une décision judiciaire, on dit que vous mettez la pression. Vous ne répondez pas à un appel non prévu, on laisse entendre aux enfants que vous ne voulez pas leur parler. C'est ce qu'on appelle une aversion accusatoire. La personne qui ne répond pas à la question devient celle qui accuse. Et vous, qui demandez simplement une information sur vos enfants, vous devenez le problème. La première règle est donc, ne répondez pas à l'accusation sur le même terrain. Ne partez pas dans des messages du style « c'est toi qui mens, c'est toi qui manipule, qui harcèle, c'est toi qui fais exprès, tu es un pervers narcissique, tu es malade, tu détruis les enfants ». Même si vous le pensez, même si vous êtes épuisé, même si vous avez envie d'exploser. Dans un SMS, ce n'est pas la bonne méthode. La meilleure réponse, par exemple, peut-être « je ne répondrai pas aux attaques personnelles, ma demande concerne les enfants. Merci de répondre par écrit à la question posée. » Ou encore « je prends acte de ton message, ils n'aiment pas ça. Merci de répondre merci de répondre précisément au point suivant. C'est calme, c'est court, c'est propre. Et surtout, cela ramène l'échange au sujet initial. Le point le plus grave, c'est lorsque les enfants sont placés au milieu. Un enfant ne doit pas servir d'intermédiaire entre ses parents. Un enfant ne doit pas être chargé de dire « on t'a appelé, tu n'as pas répondu ». Un enfant ne doit pas porter la frustration d'un adulte. Un enfant ne doit pas penser que son parent ne répond pas parce qu'il ne l'aime pas ou parce qu'il ne veut pas lui parler. Si un appel n'était pas prévu et que vous n'étiez pas disponible, l'autre parent doit simplement expliquer « maman n'était pas disponible à ce moment-là, on rappellera à l'horaire prévu » ou « papa n'était pas disponible à ce moment-là, on rappellera à l'heure prévue ». C'est tout. On ne charge pas l'enfant, on ne lui fait pas porter l'attente, on ne lui fait pas croire qu'il est rejeté. On ne l'utilise pas pour culpabiliser l'autre parent. La phrase utile peut être dans ce cas-là « je ne refuse pas de répondre aux enfants. En revanche, lorsqu'un appel n'est pas convenu et que je ne suis pas disponible, il t'appartient de leur expliquer simplement que je ne pouvais pas répondre à ce moment-là. » Cette phrase est importante. Elle protège les enfants. Elle remet la responsabilité au bon endroit et elle évite que l'autre parent transforme un appel non convenu en accusation affective. Il y a une autre confusion fréquente.
l'autre parent peut utiliser les appels avec les enfants pour régler les conflits d'adultes. Or, ce sont deux choses totalement différentes. Les appels avec les enfants doivent rester des moments parents-enfants. Ils ne doivent pas servir à parler des frais médicaux, du conflit judiciaire, des reproches, des SMS restés sans réponse, de la pension, des tensions entre adultes, des décisions de justice ou des litiges entre parents. Les sujets entre adultes doivent être traités entre adultes. Et dans les situations tendues, le plus sécurisant est de les traiter par écrit. Une phrase utile que vous pouvez utiliser dans ce cas-là, c'est les questions relatives à la santé, à la sécurité, à l'organisation et à l'exécution de la décision doivent être traitées directement entre adultes par écrit, sans faire porter ces sujets aux enfants. C'est clair, on protège l'enfant et on maintient le cadre. Parfois, l'autre parent va répondre « Tes messages sont trop longs, je ne lis plus tes SMS, je ne comprends rien, tu me fatigues, tu me satures avec tes pavés. » Là encore, il faut faire attention. Si vos messages sont effectivement trop longs, simplifiez. Il faut parfois apprendre à faire court. Mais cela ne veut pas dire que l'autre parent peut ne rien répondre. Vous pouvez répondre « Je prends acte de ta difficulté à lire mes messages. Je vais donc formuler les points de manière courte. Merci de répondre point par écrit. » Ensuite, posez des questions numérotées, par exemple « Petit 1, le rendez-vous dentaire a-t-il eu lieu ? Petit 2, quels soins ont été réalisés ? Petit 3, quel est le prochain rendez-vous ? Petit 4, quel praticien suit l'enfant ? Petit 5, peux-tu me transmettre le compte-rendu ? Si l'autre parent ne répond toujours pas, ce n'est plus une question de longueur, c'est une absence de réponse. Et cela aussi se documente. Quand l'autre parent vous envoie un message agressif, il peut y avoir plusieurs pièges dans le même message. Une attaque personnelle, une accusation, une référence au passé, une provocation, une digression et parfois, au milieu, une information utile. Votre rôle n'est pas de répondre à tout. Votre rôle est de répondre à ce qui est utile. Par exemple, je prends acte que les enfants seront prêts samedi à 14h. Je serai présente à cet horaire au lieu précis. Pour le reste, je ne répondrai pas aux attaques personnelles. Merci de répondre par écrit aux questions relatives à la santé des enfants. Vous verrouillez l'information importante. Vous ne nourrissez pas le reste. C'est très difficile, mais c'est essentiel. Parce qu'une personne qui veut déplacer le sujet vous emmènera toujours ailleurs si vous acceptez de la suivre. Je vais maintenant vous proposer un message type que vous pouvez adapter, bien sûr. Par exemple, je prends acte du fait que tu ne répondes pas par écrit à mes SMS pourtant clairs et précis concernant les enfants. En revanche, je constate avoir reçu aujourd'hui plusieurs appels de ta part, non convenus, alors que je n'étais pas disponible. Le fait que je t'adresse un SMS ne signifie pas que je suis disponible immédiatement pour un échange téléphonique. Je te demande de cesser les appels répétés non convenus et de répondre par écrit aux questions posées, notamment concernant la santé, les soins, les rendez-vous, les comptes rendus, les frais médicaux et l'organisation des enfants. Si les enfants ne comprennent pas pourquoi je ne réponds pas à ces appels, je te demande de leur expliquer simplement que je n'étais pas disponible à ce moment-là et qu'aucun appel n'avait été convenu. Les enfants ne doivent pas être placés au milieu des échanges entre adultes. Merci de répondre par écrit. Ce message est ferme, mais il reste propre. Il ne contient pas d'insultes, il ne contient pas de diagnostic, il ne contient pas de menaces inutiles. Il constate, il pose un cadre. Il faut surtout décrire plutôt qu'accuser. C'est une règle très importante. Au lieu d'écrire « tu me harcèles », écrivez « j'ai reçu 6 appels non convenus aujourd'hui alors que je n'étais pas disponible ». Au lieu d'écrire « tu manipules les enfants », écrivez « les enfants ont été placés dans une situation où ils pouvaient penser que je refusais de leur répondre.
alors que l'appel n'était pas convenu. Au lieu d'écrire « Tu refuses de respecter la décision », écrivez « La visioconférence prévue dans la décision à 18h n'a pas été rendue possible ». D'écrire est plus fort qu'accuser, parce que les faits parlent, et les faits sont plus difficiles à retourner contre vous. Il faut pour ça donc conserver toute la chronologie. Il faut tout garder, pas seulement le SMS final, il faut garder la séquence complète. Votre message initial, l'heure à laquelle il a été envoyé, les questions posées, l'absence de réponse écrite, les appels reçus, les horaires des appels, les éventuels vocaux, les messages impliquant les enfants, votre réponse de cadrage, la réponse ou l'absence de réponse de l'autre parent. Ce qui compte, c'est la chronologie. Une capture isolée peut être détournée, mais une séquence complète montre le mécanisme. SMS écrit, pas de réponse sur le fond, appel répété, enfant placé au milieu, nouvelle relance, toujours pas de réponse écrite. C'est cela qui devient exploitable. Et c'est cela qui permet de montrer que le problème n'est pas un simple appel manqué. Le problème, c'est le déplacement répété du sujet. Si une décision prévoit des appels, des visioconférences, des transmissions d'informations, des passages de bras, il faut rappeler que ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas au bon vouloir de l'autre parent. Ce n'est pas « je te laisserai appeler si je veux ». C'est un cadre. Une décision judiciaire doit être respectée. Une phrase utile que vous pouvez utiliser dans ce cas-là, je te rappelle que les visioconférences prévues par la décision ne relèvent pas d'une appréciation personnelle. Elles doivent être mises en œuvre au jour et horaire fixés. Ou encore, je te demande de respecter les modalités prévues par la décision judiciaire et de ne pas les modifier unilatéralement. Il faut rester centré dans le cadre. Pas sur l'émotion, pas sur l'attaque, pas sur la provocation, le cadre. Pourquoi demander une réponse écrite ? Demander une réponse écrite, ce n'est pas refuser de communiquer, bien au contraire. C'est parfois même la seule manière de communiquer proprement. Surtout quand les appels dérapent, les propos sont niés ensuite, les enfants sont présents, les sujets sont sensibles, il y a une décision judiciaire, il y a des soins organisés, il y a des frais à justifier, il y a des informations scolaires ou médicales importantes. Une réponse écrite protège tout le monde. Elle protège le parent qui demande. Elle protège aussi celui qui répond, puisqu'il peut clarifier sa position. Et surtout, elle protège les enfants, parce qu'elle évite qu'ils soient témoins de disputes ou utilisés comme intermédiaires. Si vous ne devez retenir qu'une phrase, retenez celle-ci. Ma demande concerne les enfants. Merci de répondre par écrit. C'est simple, c'est calme, c'est puissant. Vous pouvez l'utiliser dans plusieurs situations. Par exemple, ma demande concerne la santé des enfants. Merci de répondre par écrit. Ma demande concerne la scolarité des enfants. Merci de me répondre par écrit. Ma demande concerne l'application de la décision. Vous avez compris. Plus c'est simple, plus c'est efficace. Excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause par rapport à ma fille. Donc, ce qu'il faut aussi éviter publiquement, si vous faites une vidéo, un post ou un témoignage public, soyez vraiment prudent. N'affichez pas les noms complets, n'affichez pas les numéros de téléphone, n'affichez pas les adresses, n'affichez pas les enfants. Ne montrez pas les écoles, les cabinets médicaux, les lieux précis. Et surtout, évitez les qualificatifs personnels. Parlez des comportements. Par exemple, appel répété non convenu, absence de réponse écrite, enfant placé en intermédiaire. C'est beaucoup plus solide et c'est beaucoup plus producteur pour vous. Quand on vit ce type de situation, on peut avoir envie d'exploser parce qu'on se sent piégé. Et c'est ce qu'ils cherchent. On demande une information sur ses enfants et on se retrouve accusé de ne pas répondre à un appel.
On demande un compte-rendu médical et on reçoit un vocal des enfants. On demande le respect d'une décision et on nous accuse de créer le conflit. On demande une réponse écrite et on reçoit 6 appels. Mais justement, il faut sortir de cette mécanique. Ne pas répondre à l'attaque, ne pas se justifier pendant des pages, ne pas entrer dans le jeu des appels répétés, ne pas laisser les enfants porter les messages des adultes. Rester factuel, demander une réponse écrite, conserver les preuves, construire une chronologie, décrire plutôt qu'accuser. Et revenir toujours à cette phrase « Ma demande concerne les enfants, merci de répondre par écrit ». C'est simple, c'est calme, c'est puissant. Et surtout, cela protège les enfants. Je continuerai à partager des outils concrets pour aider les parents confrontés à des situations de communication difficiles, de rupture de lien, de non-respect du cadre parental ou de contrôle post-séparation. Parce que nous sommes nombreux et nombreuses à vivre ces mécanismes. Et plus nous apprenons à les identifier, à les nommer, à les documenter, moins ils peuvent être retournés contre nous. Rappelez-vous, les faits, les pièces, la chronologie, la vérité et la dignité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et surtout, protégez vos enfants des conflits d'adultes. Je vous embrasse et à bientôt.